Partout en France, des femmes et des hommes peinent à boucler leur fin de mois. Dans leur contribution sur la plateforme du grand débat, ils étaient nombreux à dénoncer le coût de la vie, que nous lisons parfois comme un coup avec un P qui nous met à terre. Pour ces hommes et ces femmes, nous voulons que les impôts pèsent moins et que le travail paye mieux. C'est pour eux que nous baisserons l'impôt sur le revenu de 5 milliards et que nous supprimerons la totalité de la taxe d'habitation. Pour les 12 millions de foyers qui correspondent à la première tranche de l'IRPP, cela représente un gain de 350 € en moyenne. Pour les 5 millions de foyers de la tranche suivante, ce sera en moyenne 180 €. Au total, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros durant ce quinquennat. Ces baisses seront votées dans le projet de loi de finances et seront effectives dès le 1er janvier 2020. Vous mesurez autant que moi le coût de ces mesures. Rien n'est jamais gratuit, rien. Je transigerai malaisément avec l'idée de transmettre à mes enfants mes dettes, y compris celles qui viennent de mes parents. C'est pourquoi l'annonce de ces baisses d'impôts exige une discipline. Il n'y a pas d'autre solution pour financer les baisses d'impôts que de trouver des économies et de travailler plus. Nous avons en matière de finances publiques un bilan qui nous donne une légitimité. En 2017, au prix d'un effort remarqué et contesté parfois, dès notre arrivée, nous avons enfin ramené le déficit sous la barre des 3%. En 2018, nous avons stabilisé la dette. Et je le dis, mesdames et messieurs les sénateurs, pour la première fois depuis 40 ans, les dépenses publiques ont reculé en volume. Ces chiffres, certains considèrent qu'ils sont insuffisants. Mais je les renverrai à leur propre bilan. Les gouvernements auxquels ils ont participé, ou les majorités qui ont soutenu de tels gouvernements, ont elles aussi fortement augmenté les dépenses publiques. Et je les renverrai à leurs contradictions. Car après avoir promis 500 000 suppressions de fonctionnaires ou la suppression de l'intégralité des emplois aidés, ils n'ont pas été les derniers à critiquer les mesures courageuses que nous avons prises en la matière. En parallèle de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, il nous faut travailler davantage. Revaloriser le travail implique de rénover profondément notre système d'assurance chômage. Le plein emploi n'est ni une utopie, ni un néologisme allemand. C'est un objectif réaliste auquel on a trop longtemps renoncé, faute de vision et de courage. Avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous détaillerons la semaine prochaine la manière dont nous voulons réformer l'assurance chômage pour inciter au retour à l'emploi durable. Nous voulons responsabiliser les entreprises qui abusent des contrats courts à travers un mécanisme de bonus-malus sur les 5 à 10 secteurs qui utilisent le plus dans notre économie ces contrats courts. Nous voulons permettre aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants de se lancer dans de nouveaux projets. Nous voulons que le travail paye toujours mieux que l'inactivité. Nous assumons la dégressivité de l'indemnisation pour les salariés dont les revenus sont les plus élevés, car ce sont ceux qui retrouvent le plus facilement un emploi. C'est affaire d'équité et de justice dans une société de liberté et de responsabilité. Tout cela n'a de sens, mesdames et messieurs les sénateurs, que si nous renforçons l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Nous y dédierons une part des économies dégagées et nous associerons les partenaires sociaux et les acteurs de terrain pour trouver des solutions concrètes et efficaces. C'est l'objet même de la mobilisation territoriale que le gouvernement conduit avec les élus locaux et les partenaires sociaux.